Alors je remercie vivement le GIFRUP et la commission infirmière pour nous avoir invités à parler de la place de l'ECMO dans le SDRA de l'enfant. Alors la place, les indications dans le SDRA, c'est toujours après une optimisation de la ventilation, élimination d'une cardiopathie sous-jacente, et on peut commencer à discuter de l'ECMO devant un SDRA sévère. Alors pour reprendre les critères de SpO2 sur FiO2, c'est inférieur à 150, ce qui correspond au PaO2 sur FiO2 inférieur à 100, donc on est dans le SDRA sévère. Pour que la formule SpO2 sur FiO2 soit utilisable, il faut absolument que la SpO2 soit inférieure ou égale à 97. En gros, ça fait un seuil d'une SpO2 inférieure à 95 pour une FiO2 supérieure à 60, avec une PEP au moins 5 pendant au moins 6 heures, et si possible avant apparition d'une défaillance multiviscérale. L'autre circonstance notre indication possible, c'est aussi l'hypercapnie, lorsqu'on se retrouve avec un pH inférieur à 20 lié à une hypercapnie pendant au moins 6 heures. Alors par contre, le rapport bénéfice-risque au cours du SDRA est considéré comme défavorable lorsqu'on a des lésions intracrâniennes hémorragiques ou potentiellement hémorragiques, parce que qui dit ECMO dit anticoagulation. Le bénéfice-risque est à discuter aussi dans le cas d'un coma dans les suites d'un arrêt cardiaque. Également lorsque le SDRA a nécessité une ventilation mécanique prolongée. Déjà à partir de 7 jours, la survie diminue, mais alors à partir de 14 jours, le bénéfice devient extrêmement réduit, puisqu'il y a déjà des lésions importantes pulmonaires liées à la ventilation mécanique, et souvent aussi l'installation d'une fibrose, qui est rapidement irréversible. Donc le bénéfice-risque est à revoir, à discuter en cas d'immunosuppression sévère et lorsqu'on est déjà en défaillance multiviscérale. Alors il y a deux modes d'assistance périphérique. Périphérique, c'est par opposition aux assistances centralisées qu'on fait dans le cadre de la chirurgie cardiaque, où le sternum a été ouvert et le canule ont été placés directement dans l'oreille droite et dans l'aorte. Donc dans le cas d'une détresse respiratoire, bien sûr il n'est pas question d'ouvrir le sternum, donc on va parler d'assistance périphérique, on va passer sur les gros troncs veineux artériels. De préférence, ce sera une assistance véno-veineuse, le plus souvent par une canule double voie, ou alors dans certains cas par deux canules veineuses dans des gros troncs veineux. L'assistance peut être également faite sous le mode véno-artériel. Cette fois-ci, on a une canule veineuse et une canule artérielle. Ce n'est pas le plus souvent et ce n'est pas la première indication dans les détresses respiratoires. La différence entre les deux, donc là vous avez un schéma de circulation classique. Les deux barres noires sont censées représenter la canule, donc avec une voie d'entrée et une voie de réinjection qui se retrouvent tous les deux dans l'oreillette droite. Donc un certain débit de sang est prélevé dans l'oreillette droite, passe dans l'oxygénateur, le sang est décarboxylé, et si bien que le sang revient au poumon dans la circulation pulmonaire après l'oxygénation, une préoxygénation et une décarboxylation. Donc c'est très efficace sur la décarboxylation. Par contre, en termes d'oxygénation, il faut quand même que le poumon puisse assurer une oxygénation résiduelle, parce que sinon il y a tout simplement un effet shunt qui existe. On aime bien les canules qui s'appellent les canules Avalon, qui ont deux systèmes d'aspiration. Le sang est prélevé dans la veine cave supérieure et dans la veine cave inférieure, et après avoir été oxygéné et décarboxylé, il est réinjecté par un trou qui est médian et qui réinjecte le sang en face de la tricuspide. Donc tout se passe dans l'oreille droite. Donc à gauche, vous avez le schéma de la circulation véno-veineuse. À droite, vous avez la véno-artérielle. Cette fois-ci, on a une canule qui prélève le sang dans l'oreille droite, le plus souvent parce que c'est plus facile pour avoir un bon drainage sanguin de se mettre dans l'oreille droite chez l'enfant. Et la réinjection se fait dans le système artériel. Ça peut être l'artère fémorale, mais le plus souvent, notamment chez le petit, ça va être par une carotide qui dans l'immédiat est sacrifiée en espérant que le polygone de Willis assure les suppléances. Cette fois-ci, donc, le sang est prélevé dans l'oreillette droite, passe cet oxygéné décarboxylé, il est réinjecté directement dans le système artériel et en véno-artériel, on va avoir un soutien hémodynamique qui est lié à la réinjection de sang avec un débit, une pression qui participe à l'hémodynamique de l'enfant.
Les grosses différences, dans l'ECMO veineuse, il n'y a pas d'artère sacrifiée, contrairement à l'ECMO véno-artérielle où souvent c'est une carotide qui est sacrifiée, même si parfois il y a des reconstructions possibles. Dans l'ECMO veineuse, il n'y a pas d'embole systémique, sauf par malchance par un foramen ovale perméable. Par contre, dans la véno-artérielle, le risque d'embole systémique est maximal, avec des risques d'emboles notamment cérébraux, d'AVC, des emboles distaux, notamment au niveau des extrémités. Il y a plus de saignement également dans une ECMO véno-artérielle, puisqu'on a une canule artérielle, donc avec des pressions plus importantes. On a une amélioration hémodynamique dans le cadre d'une ECMO véno-veineuse, mais c'est par l'amélioration de l'hématose, donc un pH qui est plus propice à un bon fonctionnement du cœur et une meilleure oxygénation. Par contre, dans l'ECMO véno-artérielle, on aura cette fois-ci un soutien hémodynamique direct en plus, mais au prix donc de complications plus importantes. Là, c'est sur ce graphe, ce sont les données de l'ELSO. C'est un grand répertoire international qui regroupe surtout des centres nord-américains et anglo-saxons. Donc vous avez l'évolution du nombre d'ECMO réalisés en fonction des années. Et vous voyez qu'au fur et à mesure que le temps passe, c'est uniquement des ECMO pédiatriques dans le cas de détresse respiratoire. Et il y a un pic en 2009, qui ne vous surprendra pas, c'est le pic lié à la grippe H1N1. En termes de survie, dans ce répertoire, la survie est de 53 ou 54%. Voilà pour les généralités. On va passer à un côté un peu plus pratique avec Manon. Alors, pour vous illustrer notre présentation, on a choisi de prendre un cas clinique, celui de Ryan, 4 ans, qu'on a reçu donc le 25 février dernier, qui n'avait pas d'antécédent particulier, qui avait présenté une toux fébrile depuis plusieurs jours, accompagnée d'une détresse respiratoire liée à une grippe A. Il avait été pris en charge sur un centre hospitalier général où il avait été intubé et ventilé là-bas. Devant son aggravation respiratoire, le SAMU de notre service a décidé d'une mutation, d'autant plus qu'il avait des pneumothorax bilatéraux qui s'étaient formés et qui convenaient de drainer. À son arrivée, on l'a mis sous HFO, sous un FiO2 à 100% pour une saturation à 77%. Donc il était bien sûr sédaté, avait un besoin de soutien hémodynamique sous noradrénaline. Au niveau biologique, on avait une acidose respiratoire avec un pH à 6,8, une capnie à 15. Donc nous on parle en kilopascal, donc ça fait 112 en millimètres de mercure, un TP ABC à 59, une créatinémie élevée à 129 et un lactate en soi peu élevé. Donc à gauche on a la coupe au scanner qui montre les opacités et donc on voit bien aussi le ratio SPO2 sur FiO2 où on était à 77 pour Ryan, donc on est nettement inférieur à 150, on pouvait donc parler de SDRA sévère. Et donc on voit sur la radio les opacités bilatérales pulmonaires. Donc ça c'est sa radio à son arrivée, donc on voit que l'enfant est intubé et drainé. Face à cela, on vous propose de participer un petit peu en vous demandant ce que vous feriez. Bon. Alors du coup, nous, on l'a mis sous ECMO. Donc on a prévenu l'équipe cardiothoracique qui se compose, donc qui est au sein de l'hôpital, qui se compose du chirurgien cardiaque, de l'anesthésiste, du perfusionniste, du NIBOD, du NIAD et d'une penseuse. Dans l'idéal, prévenir la famille, préparer une des chambres adaptées au niveau infirmier, sachant que pour nous, en fait, c'est une réanimation pédiatrique de 12 lits et les 5 premiers box sont équipés de prises adaptées comme on voit sur la photo, qui peuvent accueillir du coup le générateur thermique et la console d'ECMO. On fait également en urgence, si ce n'est pas déjà fait, prélever la NFS, coag, groupe et rail pour commander en urgence de même les CGR et le plasma pour le priming de la machine qui est fait donc, par le perfusionniste. On s'assure également notre matériel infirmier, matelas anti-escar, les feuilles de surveillance et une toilette préopératoire selon protocole si on a le temps.
Et voilà du coup la radio pulmonaire au lit du patient après la mise en place de la canule. Le schéma global de l'ECMO, donc on va avoir tout à gauche le mélangeur des gaz, air oxygène, la bouteille d'oxygène qu'on utilise si besoin, c'est-à-dire pour les transports. Ici le spectrum médical, donc il nous donne plusieurs items, la SVO2, la SAO2, l'hématocrit, l'hémoglobine et également le débit. Et la console. Donc à gauche, on a le nombre de tours minutes et à droite, le débit en litres minutes. Donc tous ces paramètres sont réglés par les médecins et nous, en tant qu'infirmières, on n'y touche pas. Voici la vue de dos. Donc on aperçoit derrière le générateur thermique, l'oxygénateur à membrane où donc le sang va être oxygéné et décarboxylé, la pompe centrifuge et la pompe manuelle de secours. On verra tout à l'heure pour l'utiliser en cas de besoin. Voilà, cette photo est très intéressante puisqu'on voit déjà la couleur des lignes qui est très importante. Donc en numéro 1, on voit la ligne d'entrée, donc ou la ligne sortie du patient, où le sang est rouge sombre, donc il est peu oxygéné. On voit qu'il passe au niveau de l'oxygénateur, de la membrane, où il est donc épuré de son CO2 et réoxygéné. Et donc en 5, la ligne de retour où on voit que le sang est beaucoup plus clair et donc oxygéné. Et je ne vous ai pas parlé de la pompe centrifuge, du coup c'est par elle qui a assuré le débit du sang. Voilà, donc en tant qu'infirmière, on a une surveillance de l'hématose à faire. Donc les paramètres du respirateur doivent être adaptés pour avoir une ventilation la moins baro-volotraumatique comme on a vu, dite ventilation protectrice. On va essayer d'avoir des crêtes inférieures ou égales à 30, une PEP supérieure ou égale à 5, des VT toujours inférieures à 6 ml kg et une FiO2 si possible inférieure ou égale à 80% pour éviter de majorer les risques d'atélectasie. Donc ça c'est au niveau du respirateur. Au niveau de l'ECMO, le médecin va régler le débit sang afin qu'il soit supérieur ou égal à 60% du débit sanguin de l'enfant. On adaptera du coup la FiO2 pour maintenir une saturation supérieure à 80% et des NIRS cérébraux supérieurs à 60%. Et de même, le médecin adaptera le débit de la membrane pour avoir un pH supérieur à 7,20. Donc l'enfant que nous avons reçu a présenté un premier problème, une désaturation avec une SPO2 qui chutait. À quoi ça vous fait penser? Pareil, je vous demande une petite intervention de votre part. C'est pas faux, effectivement, tout à fait. Donc dans un premier temps, on va vérifier que le débit sanguin puisse bien être assuré, c'est-à-dire que les canules ne soient pas coudées ou coincées dans la barrière. Et effectivement, on en revient à ce que vous disiez, la couleur des canules. Donc on va regarder si nos lignes maintiennent bien une différence de couleur, parce que s'il n'y a plus cette différence de couleur, c'est qu'il y a un problème dans l'épuration. Ça peut être au niveau de la membrane, une alimentation des gaz déconnectés, effectivement, qui peut se faire, une FiO2 à 21% ou un problème de thrombus. On pense également à toute détérioration pouvant survenir chez un patient intubé ventilé, avec l'acronyme DOP, donc ça peut être le déplacement de la sonde, une obstruction, un pneumothorax, une distension gastrique et tout ce qui est en lien avec l'équipement, le circuit, l'humidification. Le médecin, en fonction de si ces problèmes-là ont été résolus, vus, modifiera les paramètres de l'ECMO, donc le nombre de tours minutes et puis le balayage ainsi que la FiO2. Une radio pulmonaire et une échographie aussi peuvent être demandées pour revoir la position des canules. Et il faut aussi penser à un défaut de membrane, donc soit le perfusionniste, soit le médecin feront une PaO2 et une PaCO2 en sortie de membrane. On revient un petit peu sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Risque d'atélectasie et d'épanchement, donc aspiration trachéale en système clos. En principe, on voit les enfants, on fait les soins toutes les 3 heures. Après, la fréquence des aspirations est adaptée.
en fonction de l'état de l'enfant, et on minimise bien sûr le dérecrutement. Une kiné respiratoire une fois par jour, 7 jours sur 7, en binôme avec infirmière kiné, avec si besoin un ambu valve PEP. On privilégie le décubitus ventral, un proclive et les soins de bouche pour la prévention des pneumopathies, une radio pulmonaire quotidienne avec une fibrobronchique en vue de refaire éventuellement un LBA, de revoir l'état inflammatoire ou de voir s'il y a présence d'un bouchon. Et une écho également peut être faite pour voir s'il y a des épanchements pleuraux qui sont en train de se créer et qui devront être drainés. Une surveillance hémodynamique, donc bien sûr nos patients sont scopés, on assure une surveillance horaire, donc de la fréquence cœur, de la pression artérielle, des NIRS, de la diurèse. Au niveau biologique, donc avec des bilans gazeux réguliers qui nous donneront une indication sur le lactate et la SVO2. Un ECG, une écho-cœur, donc on a la chance sur l'hôpital de Nantes d'avoir une équipe de cardiopédiatres assez présente dans notre service. Et donc ces écho-cœurs permettent de voir un peu la contractilité du cœur, le remplissage, la vidange du cœur, et en fonction voir s'il y a besoin d'amine et où adapter les débits. Notre enfant a eu un autre problème. Alors, on va essayer. Hop. Voilà, alors je ne sais pas si vous voyez bien. En fait, donc il y a un battement des lignes qui se fait. On voit assez nettement, on voit que la sonde de température bouge aussi. Voilà. À quoi ça vous fait penser ? Je crois que je l'ai entendu. Aussi, oui. Aussi. Vous avez tout résumé. Effectivement, on vérifie pareil la piqûre des lignes. Donc on essaye d'attacher nos lignes, qu'elles soient le moins possible sujettes aux piqûres. Ça peut être un phénomène de succion, effectivement, si les canules sont mal placées. Je ne vais pas revenir dessus, mais ça peut... elles peuvent être effectivement mal placées au niveau de la veine cave. Donc pour cela, on fait une écho-cœur. Et effectivement, un problème de précharge avec une hypovolémie qui nécessitera un remplissage et une diminution transitoire du débit sanguin. Comme toute CEC qui utilise donc une anticoagulation, il y a un risque hémorragique important, donc hémorragie au niveau des points de fonction, que ce soit une hémorragie cérébrale, digestive, trachéobronchique, des hémothorax et des hématuries. Pour cela, il y a une surveillance clinique qui se fait, des drains, de la diurèse, les pupilles, la température, le scope. Une surveillance biologique avec notamment un prélèvement d'antidissa, où on souhaite donc pour l'ECMO véno-veineux un objectif entre 0,2 et 0,3. On essaye si possible de faire des aspirations les moins traumatiques possibles. La réfection des pansements se fait selon protocole. Et puis bien sûr des radios et des écho-cœurs pourront être faites en cas d'épanchement, de suspicion d'épanchement et notamment des épanchements péricardiques. Et en fonction de ça, si on n'arrive pas à réguler ces saignements, un avis pour reprise chirurgicale est demandé. Donc au niveau de la diurèse, je surveille la diurèse et chez Ryan, je vois l'apparition d'urine rouge. Donc que cela peut-il refléter ? Très bien, une hémolyse intravasculaire. Que peut-on faire ? Pareil, écho-cœur pour voir si la canule est bien placée. On diminue le débit de pompe et on peut faire un bilan sanguin en vue de voir s'il n'y a pas une anémie ou un ictère par stress mécanique. Et on s'assure aussi de la surveillance rénale avec un risque de tubulopathie. Donc nos enfants sont sédatés, curarisés pendant les premières 24 à 48 heures. Et on a un protocole propre à notre service, un protocole de sédation, où on a un objectif de score de confort B qui est fixé entre 7 et 11. En fait, on a deux scores, soit 7 et 11, soit 11-17. Voilà. Et en fonction, on est amené à augmenter ou diminuer la sédation. Un risque infectieux, donc réfection des pansements, comme on a vu tout à l'heure, donc des canules et des cathéters selon protocole.
des prélèvements hémoculture, NFS et écouvillon si besoin. Les antibiotiques ne sont pas mis en systématique, on adapte en fonction de la bactério. Une reprise chirurgicale si besoin, lavage de la cicatrice, changement des canules et ou voie d'abord. Et on rappelle qu'il y a rarement une hyperthermie vu qu'on est en CEC et qu'il y a le générateur thermique qui assure la régulation. Donc il faut se fier à d'autres paramètres. Au niveau de l'évolution, du coup, Ryan a pu diminuer ses besoins en oxygène. Ses VT ont augmenté pour les mêmes paramètres de ventilation, ce qui signifie une amélioration de la confluence pulmonaire. Que peut-on envisager ? Donc je vais un peu plus vite parce que je suis sur la fin. Bien sûr un sevrage. On a pu débuter le sevrage en diminuant les débits de gaz, donc le balayage et la FiO2. Donc on voit sur la photo, c'est à ce niveau-là qu'on peut effectuer ces changements. On garde une ventilation la moins traumatique possible, une ventilation protectrice, et on rappelle du coup l'équipe du bloc qui intervient dans notre service pour l'ablation des canules. On prépare l'enfant, on prévient la famille si possible et le matériel en vue du retour de l'équipe. Au niveau de l'évolution du coup de Ryan, l'ECMO, donc on rappelle que Ryan est arrivé chez nous le 25 février dernier. L'ECMO a été retiré donc le 5 mars sous une FiO2 à 30%. Il a été extubé le 7 mars. Donc la radio de gauche, on voit après l'ablation des canules et le 8, le lendemain de l'extubation avec des opacités, enfin en tout cas une radio pulmonaire améliorée. Les problèmes techniques sont rares mais peuvent être graves. Donc il peut y avoir des coupures de courant, des arrêts inopinés de la machine et une décanulation accidentelle. Que doit-on faire ? Je vois la manivelle, oui. Clampage. On va d'abord, donc c'est la règle des 3 C. Comprimer, clamper, crier. Donc effectivement, il convient de comprimer les points de ponction, de clamper les lignes et les canules avec les clans. Donc il faut bien vérifier qu'ils soient présents au sein de notre chambre. On est en train de mettre en place une mini checklist sur les feuilles de prescription pour qu'effectivement ce soit des choses qui soient à vérifier à chaque prise de poste. On appelle bien sûr à l'aide et on appelle le médecin et le perfusionniste. On utilise plus ou moins la pompe manuelle de secours bien sûr et on reventile l'enfant le plus rapidement possible. Je peux laisser, oui. Alors, pour conclure, l'ECMO véno-veineux permet du coup d'assurer l'hématose en urgence lorsque ce n'est plus possible par la ventilation mécanique. Il permet d'assurer du coup une hématose correcte tout en conservant une ventilation protectrice. Il est envisagé le plus précocement possible dans l'évolution de tous draps sévères. Et il faut bien comprendre que contrairement à l'ECMO véno-artériel, on améliore l'hémodynamique de l'enfant par la correction de l'hématose. Voilà. Merci de votre attention.